Et nous allons retrouver Olivier Sichel tout à l'heure, juste après. Mais pour l'instant, merci en tout cas d'être avec nous. Comment ça va? Vous allez bien? Formidable. Je pense que vous aurez besoin des micros. Ce sera beaucoup plus simple pour le son. Alors, Olivier a un peu posé le contexte des thématiques. Nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet. Réindustrialiser les territoires, évidemment, implique de nombreux défis. Il y a des opportunités également. Mais je sais que c'est la question de l'acceptabilité qui est clé et que vous, en tout cas en particulier, vous pointez cette nécessité de renouveler l'image de l'industrie. Je pense que je vais démarrer avec vous, Jeanne, si vous voulez bien. Donc, avec votre expérience d'entrepreneur, vous êtes dirigeante depuis plusieurs années. Peut-être rappelez-nous pourquoi cette priorité? Écoutez, c'est extrêmement important aujourd'hui de faire redécouvrir l'industrie. L'industrie qui est créatrice de produits, créatrice des produits du quotidien, notamment transformation de nos produits agricoles, transformation des produits que vous utilisez tous, chacun, tous les jours. Et tous ces produits-là sont fabriqués en France, sont fabriqués dans des territoires, sont fabriqués pour notre entreprise en Normandie. Donc tout ça, il faut refaire découvrir l'univers de l'industrie, et que l'univers de l'industrie, il n'est pas contrairement aux idées reçues, c'est un univers propre, c'est un univers où tout le champ des possibles est ouvert, où on peut s'engager, découvrir des aventures, parce qu'un produit, pour le créer, c'est toute une aventure. C'est le début de savoir comment créer ce produit, comment le transformer, comment arriver à un produit qui correspond aux attentes du consommateur et le satisfaire. Donc c'est le consommateur qui est de toute façon la cible définitive, en disant c'est sa satisfaction, mais en même temps cette satisfaction, c'est la satisfaction de la personne qui est en train de le produire, de le créer et de faire vivre ce produit. Et ces territoires-là, tout cet écosystème, puisqu'on travaille tous ensemble, les industriels, on a besoin des sous-traitants locaux, on a besoin des élus, on a besoin des services administratifs. Donc tout cela, ça irrigue tout l'écosystème local, ça crée des emplois, ça crée du sens, parce que les gens se sentent engagés dans une aventure de création, ils se sentent engagés dans comment dirais-je, le renouveau de notre pays, et on l'a senti à l'époque Covid, où on avait besoin de ces productions de produits du quotidien absolument indispensables qu'on ne savait plus produire en France. On a plein de savoir-faire, et ça aussi c'est extraordinaire, ces savoir-faire, et de le faire savoir, c'est justement une des forces de la Banque des Territoires, c'est de faire savoir qu'en France, il y a le Choose France, où des étrangers viennent investir en France, mais il y a la solution française, en français, où justement les industriels choisissent de produire en France et choisissent avec des équipes, parce que pour une entreprise, c'est pas un dirigeant tout seul, ça peut pas faire grand-chose. C'est un dirigeant, des équipes, et des équipes où on est tous engagés, tous pour la même chose, c'est-à-dire produire durablement, produire de manière verte, produire de manière en étant engagé dans nos valeurs sociétales, c'est-à-dire par rapport à nos collaborateurs, par rapport à toutes les parties prenantes. C'est aussi être compétitif, ça c'est fondamental, c'est savoir en effet par rapport à nos prix, pouvoir proposer au prix accessible ces produits du quotidien. Donc c'est là où il faut être sans arrêt innovant, il faut se réinventer pour être capable de produire vert et compétitif. On va y revenir, on aura le temps peut-être d'en parler un peu plus longuement. Je me tourne vers vous, François. Donc, en tant qu'élu, pour vous, qu'est-ce qui est mis en place, en tout cas sur votre territoire, pour favoriser, pour rendre le secteur justement plus attractif? Bon, d'abord, je voudrais rappeler qu'il a fallu attendre 2013-2014, c'est-à-dire le rapport Gallois, pour prendre conscience que notre pays était dans une grande phase de désindustrialisation. Et c'est ce rapport qui soulevait la perte d'industrie sur notre territoire et des taux de marge très faibles des entreprises qui a été le premier, on peut dire, électrochoc nécessaire. Depuis, la conscience s'est développée, tout le monde a pris conscience qu'aujourd'hui, il était nécessaire, parce que c'est comme ça qu'on crée de la richesse et de la valeur sur un territoire, et dans notre pays, c'est par la production industrielle.
on ne peut pas vivre qu'avec des superstructures, aussi passionnantes, intéressantes soient-elles, et encore faut-il les banquiers pour les faire vivre, mais on ne peut pas vivre qu'avec des superstructures. Et donc, il était nécessaire de procéder à une prise de conscience dans un premier temps, je crois qu'elle s'est produite, et puis deuxièmement, à la mise en œuvre d'un certain nombre d'outils qui permettent de développer l'idée industrielle, qui en fasse une nécessité pour notre pays lui-même et qui permettent ensuite d'acquérir, d'accueillir, de développer des nouvelles productions. On oublie assez facilement d'ailleurs celles qui sont déjà sur notre territoire et qui se développent. Et on parle beaucoup de celles qui arrivent, mais il y a celles qui sont là et qui ont besoin de se développer. D'ailleurs, le CNER que je préside a publié une étude très intéressante sur la production dans notre pays qui existe déjà et qui se développe. Alors après, comment faire? C'est un peu la question que vous posez. D'abord, ça ne dépend pas de nous, ça dépend d'abord des industriels eux-mêmes, c'est-à-dire des entreprises qui font leur choix stratégique d'implantation, de développement ou pas. Et ce choix stratégique, c'est l'entreprise qui le fait, c'est pas l'élu. L'élu, avec son territoire, en général, les métropoles, les communautés d'agglomération et les régions sont là pour accueillir les projets. Donc la première des choses, c'est d'être à l'écoute des éventuels projets d'implantation ou de développement. Alors de développement, j'en ai parlé sur son propre territoire, ou d'accueillir des entreprises qui viennent de l'extérieur et qui ont envie de s'implanter sur ce territoire. Alors à cet instant-là, d'abord, il faut être à l'écoute, c'est-à-dire il faut tout simplement accueillir d'abord le chef d'entreprise, la chef d'entreprise qui vient et qui vous dit j'ai un projet sur votre territoire. Est-ce que vous êtes d'accord pour accueillir ce projet? D'abord, la première des choses, c'est de respecter la responsable d'entreprise qui vient vous proposer un projet. Et pour le respecter, c'est de le prendre tout de suite au téléphone et de l'accueillir tout de suite et proposer un rendez-vous tout de suite. Ça semble assez basique ce que je raconte, mais c'est comme ça que ça marche. Et quand on diffère le rendez-vous, quand on n'est pas disponible pour je dis toujours le là, comme ça on comprend, le chef d'entreprise qui veut s'installer, si on n'est pas immédiatement disponible, des fois l'affaire ne se fera pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas l'accueil qui est nécessaire de faire pour montrer l'intérêt que le territoire porte. Après, il y a au projet beaucoup d'autres facteurs qui dépendent bien sûr de votre capacité à avoir une ville attractive, mais attractive pas uniquement pour le tourisme, mais également pour les entreprises. Et après, on rentre dans d'autres problématiques que je ne vais pas développer là. Non, mais bien sûr, on va en parler. Donc, si je comprends bien, terrain, etc., etc. Peut-être, si Jeanne, vous pouvez rebondir sur les propos juste rapidement. Ça se passe bien généralement, hein, vous êtes bien accueillis et les projets... Je pense que François Rebsamen le rappelait très justement. Il faut des volontés concomitantes, c'est-à-dire la volonté de l'entrepreneur, avec tout ce que ça comporte, hein, de prise de risque. Notre propre développement, nous l'avons financé avec des prêts bancaires et en prenant bien évidemment les risques sur nos têtes, parce qu'au départ, rien n'est gagné. On écrit l'histoire au fur et à mesure. Et il faut que nos produits rencontrent le succès voulu. Mais ça, c'est notre problème. Bien sûr. Donc, à partir de là, en effet, chaque fois, nous nous sommes implantés en Normandie. Nous avons implanté 5 usines en Normandie. Ces 5 usines, à chaque fois, nous avons rencontré de la part des élus, de la part des services administratifs, l'écoute, les capacités pour nous proposer des territoires, enfin des terrains. Nous avons notamment, lorsqu'une de nos usines a brûlé, toutes les autres étaient arrêtées. Il y a eu un formidable élan de solidarité de la part à la fois des élus, des services administratifs pour nous trouver des locaux provisoires, puisque tous nos collaborateurs étaient dans l'idée en disant tout va s'arrêter, on va perdre notre job. Et nous, on leur a dit, mais non, de toute façon, on redémarre. Il n'est pas question d'arrêter, de trouver. Et on a redémarré grâce à tout cela et à la volonté qui nous habitait ainsi que les collaborateurs. En 6 semaines et de mémoire d'assureur, personne n'avait vu ça. Là aussi, tout le monde a accompagné. Et après, il y a eu la reconstruction. Et c'est pareil, trouver un terrain, voir tout ce qui était
autour du terrain pour rendre le terrain accessible, pour permettre à nos collaborateurs d'avoir aussi leur parking, leurs espaces, aménager des espaces verts, enfin tout ce qui fait que la vie dans une usine peut être très agréable. Et bien sûr, tout ça n'est pas possible parce que c'est si justement on n'est pas bien accueilli, c'est ce que vous disiez François, et ça demande nécessairement une synergie de toutes les parties prenantes, privées, publiques, et c'est ça aussi qui va faire que ce sera un succès ou pas. Oui, d'abord c'est un choix de l'entreprise. Madame Lemoine vient très bien de le dire, c'est l'entreprise qui décide pour des raisons stratégiques qui lui sont propres, son développement ou son implantation sur tel ou tel territoire. Je ne reviens pas sur le fait qu'il faut déjà avoir la volonté d'accueillir et de bien accueillir. Ensuite, il faut prendre un certain nombre de dispositions qui permettent, bien sûr, d'accueillir et de développer cette entreprise, si elle le souhaite, sur le territoire. Alors, il y a beaucoup de conditions à remplir, je crois, parce que la compétition est rude, souvent. D'abord, il faut avoir un bassin d'emploi suffisant, c'est-à-dire il faut avoir la capacité à permettre de trouver les salariés nécessaires à l'entreprise sur le territoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, quand il y a un bon accueil, ça veut dire que quand l'entreprise est déjà là où elle commence à s'implanter, il faut pouvoir loger les salariés. Très important le logement, on n'en parle pas beaucoup, mais le logement... On va en parler, on a justement après... C'est important le logement sur le logement des salariés eux-mêmes. Par exemple, je vais prendre mon petit exemple à Dijon, je me permets, je ne le fais pas souvent. On a construit 18 000 logements en 15 ans. Maintenant, on a des prix qui sont abordables, y compris pour des salariés qui viennent d'une entreprise. Et puis, il y a des mouvements qui se font dans l'histoire. Dans les années 90, début des années 2000, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient dans le cœur des villes. Et ces entreprises qui étaient dans le cœur des villes, elles ne pouvaient pas se développer. Donc elles sont parties à l'extérieur. Et maintenant, le phénomène auquel on assiste, c'est le retour des centres sociaux, des cadres, de l'encadrement à l'intérieur des villes. Si vous permettez, je vais prendre un exemple simple d'une belle entreprise, une belle ETI qui s'appelle Urgo, qui est connue. Urgo a quitté le centre-ville de Dijon en 2000, on va dire, et en 2025, Urgo installe son centre social dans un centre commercial du centre-ville. Donc on voit des mouvements qui se font comme ça. Donc il faut être disponible, il faut pouvoir loger les salariés et il faut avoir, on ne va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui, mais il faut avoir les terrains pour permettre le développement ou l'accueil de l'entreprise. Nous en parlions tout à l'heure. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les difficultés qui nous sont imposées aujourd'hui, mais les normes que la France se met, c'est souvent des boulets qu'on se met au pied pour le développement de nos propres entreprises. Vous parlez de quoi? De réglementation? Comment? Vous parlez des réglementations qui sont pas assez souples? Les réglementations sur les terrains. On n'a pas attendu une délibération européenne et gouvernementale pour savoir qu'il faut consommer le moins de terres agricoles possible. C'est malheureusement pas dans les grandes villes où on implante des entreprises qu'on les consomme. C'est souvent, j'essaie de l'expliquer parce que personne ne veut comprendre ça, c'est souvent les lotissements dans les communes qui n'ont pas de carte communale que se consomment les terres agricoles. Donc on a un problème. Si on n'a plus de terre pour accueillir les entreprises, si on n'a plus de terrain pour accueillir les entreprises, on n'accueillera plus les entreprises. C'est assez simple. Et donc nous avons ce problème. Puis on a un problème de suradministration. Alors, on va le fonctionner, ça va être vite expliqué. Il y a l'administration européenne, elle est déjà pas mal, tout le monde le sait. Il y a l'administration française, en général, elle rajoute sa couche assez facilement, que ce soit d'ailleurs le Parlement, il met sa patte de temps en temps. Et puis, il y a l'administration locale, régionale. Alors, la région remet sa couche également, elle s'est créée sa propre administration. Et puis, il y a l'administration territoriale décentralisée de l'État. Donc, tout ça fait que là où on met, par exemple, normalement 15 mois pour construire un beau bâtiment industriel, on va mettre 21 mois en France. Tout ça parce qu'on a des règles et des règles et des règles qui se surajoutent tous les jours et qu'on n'arrive pas à faire diminuer, même quand on met des grands libéraux à la tête des mesures comme tout le monde le connaît, Guillaume Poitrinal, pour dire qu'il faut diminuer les normes. Ils n'y arrivent pas et chaque fois on recrée des normes. Alors il y a un vrai problème. Jeanne, vous, votre constat sur ce sujet de réglementation
c'est des méandres dans lesquels il faut savoir naviguer et il faut vraiment avoir rivé dans les tripes la volonté d'y arriver, parce que par moment vous avez envie de baisser les bras et de dire non, c'est plus possible. On passe on a des équipes qui tout d'un coup viennent nous dire mais moi madame, j'en peux plus, j'en ai marre. Au lieu de bosser à la création du produit ou à l'innovation ou à améliorer l'énergie, à améliorer tous les sujets qui sont aujourd'hui fondamentaux, je passe mon temps à faire de la paperasserie. Ouais, donc l'énergie est mise en effet à remplir des documents qui bien souvent ne sont pas vus, relus par qui que ce soit. Donc c'est contre-productif. Simplement, on va porter le document. C'est le principe de dire le document est rempli, on va le porter, mais personne ne nous fait de remarques. Si l'administration ne fait pas de remarques, c'est bon, mais bien souvent, elles ne sont pas été lues. Des réglementations plus flexibles pour pouvoir justement aller de l'avant. Moi, je voulais souligner, je regarde le temps aussi, je voulais souligner un sujet qui est important. Quand on parle de l'image de l'industrie, justement, c'est un enjeu pour attirer la jeunesse, les talents. Quelles sont vos expériences là-dessus ? Alors, c'est un grand sujet d'attractivité. Et l'attractivité, c'est quelque chose qui se travaille dans l'écosystème local, régional et aussi national. Et en attractivité locale et régionale, c'est via tous ces sujets de portes ouvertes aux jeunes générations, au collège dès le plus jeune âge, mais non seulement au collège, mais aux enfants, mais aux parents des enfants, pour faire redécouvrir quels sont tous les métiers de l'industrie, que dans l'industrie, il y a je ne sais combien de métiers, tous aussi passionnants les uns que les autres, où on peut s'engager et avoir justement un épanouissement, de la satisfaction, du lien social, travailler avec d'autres personnes, pas que dans la sphère de l'entreprise, mais hors de la sphère de l'entreprise. Et du reste, pendant la période Covid, les gens tout d'un coup ont découvert, on était parmi les rares entreprises ouvertes parce que travaillant avec la grande distribution, et tout d'un coup, c'était le seul endroit où il y avait du lien social. Et les gens se rendaient compte que dans l'industrie où on peut parler de ses aventures, pas que du film de la veille ou de la soirée entre copains, ça c'est sympa, mais aussi de dire ah mais nous voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce qu'on est en train de fabriquer, voilà aujourd'hui les gens vont les attendre dans les magasins et ils ont besoin de nous. On est utile, on est utile et ça c'est important. Et François, votre observation sur ce sujet de talent de la jeunesse et l'image de l'industrie? Oui, mais il y a des mesures qui ont été prises qui sont tout à fait favorables et qu'il faut amplifier. Le fait de faire découvrir, de permettre à des jeunes de découvrir le monde de l'entreprise à travers des stages, c'est très important. Quand on se rappelle les murs qui étaient dressés dans notre pays entre l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. L'apprentissage, j'allais y venir. L'apprentissage, c'est donc un élément très important pour que demain, les entreprises trouvent leurs salariés, trouvent les salariés qui conviennent. Puis les salariés, ils sont comme les autres, ils évoluent et ils veulent vivre avec leur époque. Alors là, c'est aussi de la responsabilité des élus locaux. Par exemple, maintenant, de plus en plus d'entreprises installées sur un territoire, je prends l'exemple de Dijon, mais je suis sûr que c'est partout pareil. Elles veulent que les cadres puissent venir, pas uniquement les cadres, mais les cadres puissent venir en vélo, par exemple. Donc il faut des pistes cyclables pour y aller. Ou il faut que l'entreprise ait adopté un plan de déplacement d'entreprise, ce que les entreprises ne savent pas toujours d'ailleurs. Il faut leur expliquer que c'est nécessaire. Et puis, il faut après pouvoir leur fournir les moyens des transports en commun. Parce que l'entreprise s'est installée aujourd'hui sur les terrains qui restent disponibles hors le cœur de ville. Donc il faut pouvoir le faire. Or, à cet instant, il y a des mesures qu'il faudrait prendre. J'ai un débat avec le président de la République sur ce sujet. Il faut absolument qu'on puisse avoir la possibilité, en accord avec le monde industriel local, d'augmenter le versement mobilité, parce que ça nous permettrait de construire les moyens de déplacement nécessaires aux salariés, en accord avec les entreprises, bien évidemment. Ça a été fait pour l'Île-de-France. On attend que ça soit fait pour la France entière. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des dispositions pour l'Île-de-France et pas pour toute la France. Voilà, donc il faut être à l'écoute des mutations.
à l'écoute, bien évidemment, des entreprises, des salariés des entreprises, des chefs d'entreprise. Et si on met toutes ces conditions en œuvre, il n'y a aucune raison que notre pays ne fasse pas face à cela. Il faut garder cet optimisme du développement économique et du développement industriel. Alors, il nous reste 2 minutes. Très rapidement, peut-être dernière question. Donc, Jeanne, je sais que vous êtes aussi la présidente du club ETI. François, vous, président du CNER. Mais juste par rapport à cette double casquette, juste très rapidement, on a parlé de quelques fois, mais bon, quelles sont les opportunités que justement vous voyez par rapport à ce positionnement? Oui, en tant qu'en effet présidente du club ETI, on réunit plus d'une soixantaine d'ETI, on représente 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et en effet, nos principaux défis fondamentaux aujourd'hui, c'est l'attractivité, la digitalisation, c'est l'engagement en effet de nos entreprises parce qu'il faut qu'elles se gardent motivées pour s'engager et c'est tout tous nos défis de responsabilité sociétale et environnementale. Et dans ce cadre-là, on vient de signer avec le président Hervé Morin de la région Normandie un ETI Act où on travaille étroitement avec les services de la région pour justement sur ces 4 sujets fondamentaux trouver des solutions, notamment sur l'attractivité. On a signé des chartes ambassadeurs métiers où je suis ambassadeur métier, donc je vais démontrer dans les collèges. On filme des collaborateurs chez nous qui parlent avec passion de leur métier. Ces films sont diffusés dans les écoles. Pour tout ça aussi, susciter des vocations d'alternance, des vocations d'apprentissage, des vocations de stage. Et même s'il faut accueillir en disant c'est pas obligatoire, il y a des élèves qui viennent nous demander c'est formidable. Un stage. Voilà, ça marche. Merci. Ça marche. Merci Jeanne. François, juste. Oui, je regarde le temps qui défile, moi aussi. Je regarde. Non, il n'y a pas de problème. Je partage tout ce que vient de dire Jeanne Lemoine. Je voudrais ajouter qu'il est indispensable pour des élus à l'écoute de leur territoire et à l'écoute des entreprises qui veulent s'installer, de réunir régulièrement les grands comptes, une fois par mois par exemple, de les tenir au courant parce que ça leur donne des informations dont ils ont besoin. De les tenir au courant des projets de développement que la ville porte elle-même. Et je regarde avec envie ce qui se passe en Normandie, parce que ce qui est vrai dans un territoire n'est pas forcément dans tous les territoires. Je pense là qu'ils sont engagés dans une discussion. Vous allez continuer ça hors scène. Merci à vous, en tout cas, vous pouvez les applaudir. Merci Jeanne Lemoine et François Rebsamen. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner vos places. Et justement, nous allons continuer sur cette thématique de réindustrialisation des territoires pour un futur durable. Et je vais retrouver Olivier Sichel qui va me rejoindre pour discuter. Et à ses côtés, nous avons le plaisir d'accueillir le secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Merci d'accueillir Bruno Bonnel. Bonjour Bruno, vous allez bien? Bonjour, très bien, ravi d'être là. Je viens chaque année, donc tout va bien. Fidèle au rendez-vous, donc c'est formidable. Donc vous avez eu l'occasion un peu d'écouter Jeanne et François sur le sujet, donc nous restons un peu dans la même thématique. Olivier en parlait justement dans son introduction, donc réindustrialiser les territoires pour un futur durable, c'est une véritable priorité. Mais réindustrialiser durablement, Bruno, qu'est-ce que cela implique concrètement? On vit, et je crois que tous les territoires l'ont compris, on vit plusieurs révolutions sociétales, dont une importante, c'est la révolution énergétique, dans laquelle on a donc cette transformation qui fait que l'électricité devient notre énergie principale, et on la produit de différentes manières. Je vais y revenir sur les territoires, mais au-delà de ça, on a également une transformation presque sociologique, c'est la perception qu'on a de l'industrie. Perception qu'on a de l'industrie, si on la caricature, en France, l'agriculture c'est Peggy, l'école c'est Jules Ferry et l'industrie c'est Zola. C'est-à-dire qu'on a en fait une image du 19e siècle de ce qu'est l'industrie du 21e. C'est compliqué. Donc, moi, j'aime pas le mot réindustrialisation, je préfère le mot néo-industrialisation pour tout simplement essayer de dire que c'est une nouvelle forme plus vertueuse, plus durable des industries. Alors, quelles conséquences ça a? 3.
La première, c'est qu'elle se redéfinit sur le territoire. Et nous, ce qu'on constate, France 2030, c'est aujourd'hui 31 milliards sur les 54 du plan d'engagés sur 4000 projets, dont 50% de ces projets sont hors Île-de-France, dans les territoires. J'ai l'occasion d'aller dans toutes les régions. J'ai fait, je crois, 43 départements, rencontré probablement plusieurs milliers d'entrepreneurs dans ces territoires. Et on s'aperçoit que ce sont souvent des villes qui avaient un peu laissé tomber l'industrialisation, qui s'y remettent. Et on découvre des territoires inattendus. Je voudrais vous en donner 2-3 exemples. Le leader de la bioproduction en France et en Europe s'appelle Biose. Il est à Aurillac. Nous avons en Bretagne les fabricants de semeurs, de machines agricoles très modernes. Roland, pareil, inattendu. Nous avons au sud d'Angers des gens qui travaillent sur d'autres formes de mécanisation dans les domaines de la scientifique. Donc tout ça pour vous expliquer que ce sont des villes moyennes. Malheureusement, c'est le vocable qu'on utilise, j'aime pas ce mot, mais finalement, des villes sur lesquelles on avait un peu baissé les bras, qui redécouvrent une nouvelle forme d'industrie. Donc le durable, c'est aussi ramener de la proximité du lieu de travail de ces gens-là, retrouver de l'emploi industriel sur des territoires que moi j'appelle souvent inattendus. Et je vous assure, je suis surpris tous les jours par tous ces territoires. Olivier, je vous laisserai rebondir justement sur ce que dit Bruno et peut-être même sur la conversation qu'on a eue auparavant avec François et Jeanne sur l'image de l'industrie. Peut-être quelques mots. Alors effectivement, François l'a dit, il faut recréer de la valeur sur l'industrie et puis il faut travailler l'image de marque, comme le disait Jeanne, sur l'industrie. On est absolument convaincu que c'est des facteurs de développement des territoires. Et donc là, la Banque des territoires, elle est en accompagnement. Elle est d'abord en accompagnement du foncier. La question du foncier, elle est absolument clé. Et donc, nous accompagnons avec les équipes de la Banque des territoires le projet. François Rebsamen l'a dit, la première chose, c'est la disponibilité. L'élu doit se rendre disponible quand il y a un projet d'industrie qui arrive. Et puis ensuite, on est dans la phase projet. Je dis souvent, vous ne posez pas une usine comme vous posez votre nappe de pique-nique sur un territoire. Il y a des tas de contraintes. Jeanne l'a dit, des contraintes réglementaires. Et là, nous, on est dans l'accompagnement, dans les montages financiers, ce qui nous fait faire beaucoup d'accompagnement. On a à peu près 230 projets industriels qu'on accompagne. On a fait l'an dernier 25 usines. Et ce que dit Bruno est très juste, ce n'est pas de la réindustrialisation. Ce n'est pas une usine qu'on avait délocalisée il y a 30 ans en Chine qu'on fait revenir. Ce n'est pas du tout ça. C'est une industrie durable. Quand on fait Vercors à Dunkerque, c'est une industrie du futur. C'est des batteries pour l'industrie électrique. Quand on fait Insect à Amiens, qui est aussi une entreprise qu'on a fait, c'est de l'élevage. C'est pour l'élevage des aliments protéinés à partir de scarabées. C'est totalement nouveau. C'est incroyablement moderne. Et quand vous vous promenez dans l'usine d'Insect, c'est comme le disait Jeanne, quelque chose d'extrêmement propre, d'extrêmement gratifiant. À nous de faire découvrir ça. Et puis, j'aime bien ton image, Bruno, il faut qu'on arrive à désolaïser l'image de l'industrie. Quand vous allez dans ces boîtes-là ont énormément de machines à commande électroniques, de robotique. Elles ont besoin d'un très haut niveau de savoir-faire. Et ça nous amène au programme que l'on mène ensemble avec France 2030, qui sont des programmes de formation. Et on est sur des technologies d'avenir sur lesquelles on a besoin de former nos jeunes. Et c'est tout ça qu'on travaille au quotidien avec les équipes de France 2030. Donc une industrie décarbonée, mais pas que. Non, une industrie décarbonée, une industrie à haute valeur ajoutée, très important, parce que, et d'où l'importance de la formation dont on vient de parler. Je veux juste rappeler, 2 milliards du plan France 2030 sont consacrés au plan qu'on appelle compétences et métiers d'avenir. C'est un plan qui vise à former 1 million de personnes d'ici 2030 dans les domaines de l'hydrogène, du nucléaire, des batteries, de la nouvelle agriculture, de l'intelligence artificielle, et j'en passe. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'élever le niveau de formation en France, et ça sera un atout déterminant, vraiment déterminant, dans les années qui viennent, parce que c'est assez facile finalement pour des gouvernements type américain de dire je vais mettre des centaines de milliards pour attirer des gens ou attirer des industries chez nous, le fameux programme IRA. Mais avoir les femmes et les hommes qui vont remplir ces usines et qui vont en faire justement des usines performantes et durables, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que c'est de l'humain, il faut le travailler. Alors moi j'encourage, j'en profite d'être cette tribune, aller plus loin dans le programme CMA
compétences et métiers d'avenir. On a déjà pas mal de dossiers. On vient de réouvrir une tranche de 700 millions d'euros pour qu'il y ait des nouvelles écoles sur les territoires. Et on s'aperçoit que finalement, les gens qui se forment sur un territoire, en grande majorité, restent sur le territoire. Donc c'est très important d'accompagner les deux en même temps. Et donc ce programme est assez critique. Donc effectivement, il y a une durabilité en termes de décarbonation. Bon, celle-là, elle est connue. Et il y a une durabilité aussi en termes de qualité de vie qu'on oublie souvent. Retrouver son territoire d'origine ou travailler dans une ville où la qualité de vie est meilleure que finalement s'entasser dans une métropole, c'est un critère qui devient de plus en plus prégnant pour retrouver du temps de vie en fait à côté de ça. Donc cette industrialisation, elle va avec une nouvelle manière de vivre. C'est pas comme dirait, pour paraphraser certains auteurs, c'est pas travailler pour vivre, c'est plutôt travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Je trouve que le vivre pour travailler est intéressant parce qu'il y a le mot vivre d'abord et travailler ensuite dans ces industries de pointe pour exporter demain et réussir à faire démontrer une différence. Et tout ça, on parle justement, ça rejoint un peu justement les objectifs de France 2030. Pour vous, Olivier, justement, comment la banque travaille? Vous prenez tous ces objectifs en compte pour travailler sur les projets Donc, on met en œuvre tous les appels à projets de France 2030 dans le domaine de la formation. On essaye aussi d'arriver à concilier les contraires. On a lancé notre portail France Foncier Plus. Il y a quelque chose de très très important. On l'a dit à un moment, il y a des injonctions contradictoires. On dit c'est le zéro artificialisation, mais s'il faut réindustrialiser, on n'a pas de foncier. On a été capable de lancer un portail France Foncier Plus, je ne sais pas s'il passe à l'écran, mais c'est un espèce de seloger.com pour recenser tout le foncier. Et on a mis en valeur plus de 6000 hectares. 6000 hectares, c'est beaucoup, hein. C'est important. Hein. Quand on a fait les calculs avec France 2030, si on veut repasser de 12% du PIB de l'industrie à 15% du PIB, il faut trouver 22 000 hectares. 22 000 hectares, il y a 6000 hectares en densifiant les zones industrielles. François Rebsamen le sait bien, parfois les zones industrielles sont un peu étalées. Chacun a voulu mettre son parking devant son usine, mais si on mutualise le parking, on peut gagner de la place. Il y a les friches. J'ai vu dans la salle un patron de Brownfield qui travaille avec nous sur la dépollution des friches. Mais il y a aussi la révélation du foncier disponible immédiatement sur lequel on met un maximum d'informations. Et ça correspond à quoi en fait? Ça correspond à une stratégie que nous on a, c'est de dire parfois il y a des débats qui sont très théoriques. Vous ne pouvez pas réindustrialiser, faire le zéro artificialisation. Alors nous on dit on va mettre de la data et on va dire quelle est la data disponible à date, aujourd'hui en France? Si je veux installer une usine et si je veux trouver 10 hectares d'un seul tenant, il y a combien de sites qui répondent déjà préparés, qui sont purgés des opérations archéologiques, qui sont purgés des études 4 saisons, qui sont raccordés à une électricité verte, enfin tout ça qui fait l'alpha et l'oméga, combien il y en a et quel truc? Et à partir de là, on parle de faits, de chiffres. Et on voit que c'est faisable, on voit que c'est possible. Donc nous, on essaie chaque fois de sortir un peu de ces injonctions contradictoires, de ces débats qui sont théoriques, qu'on aime bien hein, parfois en France, hein, Bruno le sait bien, et parfois il est pris à partie, on fait pas ci, on fait pas ça. Nous on dit voilà ce qui est disponible, alors c'est un gros travail, c'est un travail que l'on ne peut faire aussi qu'avec l'écosystème. Pour faire ce portail, on a travaillé avec France 2030, on a travaillé avec l'IGN, on a travaillé avec le CEREMA, on a travaillé évidemment avec les agences régionales de développement, avec les EPCI, avec BPI France, avec l'ANCT, pour trouver toutes ces données et dire voilà à date quelles sont les données. Et là, vous apportez des solutions concrètes à une problématique qui est une injonction en disant ouais, ils veulent faire plus d'usines en France, mais ils ne sont pas foutus de nous trouver des terrains pour mettre les usines. Bon, là, vous avez une solution, pas polémique, qui dit attendez, voilà ce qui est disponible à date et partout. Même des terrains dans les Outre-mer, hein. On a absolument tout couvert. Bruno, vous voulez réagir? Oui, je pense que c'est un élément important qu'on arrive à basculer aujourd'hui vers une France du faire. On a beaucoup fait de France du dire, on le voit dans les polémiques permanentes, dans les près de Pointe-à-Monte, je te donnerai l'heure. Là, aujourd'hui, on est dans une France du faire, donc avoir à la fois du foncier, à la fois les centres de formation, à la fois des technologies et d'innovation qui répondent à des demandes sociétales qui sont appelées par la société d'une façon générale, qu'elles soient climatiques, énergétiques, etc., même démographiques dans certains cas. Je pense qu'on a tous les éléments à rassembler comme des pièces de Lego pour monter la maison.
Donc moi, ce que je voudrais dire sur en conclusion sur cette industrie durable, c'est que finalement, la clé, elle est bien dans les territoires. Ça commence là. Ça commence là où les gens vivent. Et la durabilité, elle dépend vraiment d'arriver à ancrer, comme ça a été le cas pendant des siècles, ou en tout cas, oui, on peut dire des siècles, parce qu'il y a eu l'artisanat avant l'industrie. Puis il y a eu des cas pendant des siècles, avant cette malheureuse désindustrialisation des 30 dernières années, ou des 40 dernières années, suivant les hypothèses. Il faut arriver à réancrer les gens dans les territoires. Donc c'est pour ça que je viens chaque année ici, pour vous dire, France 2030, ce n'est pas un sujet qui se traite dans Paris 7e, où on fait un plan, c'est exactement l'inverse. C'est les territoires qui sont volontaires. D'ailleurs, à la dernière réunion de la BPI, j'ai fait applaudir les maires, les élus, les préfets, parce qu'on les oublie dans l'équation de l'industrialisation. On peut le faire, hein. Et on peut le faire si vous voulez. Allez, on peut les faire applaudissements. encore une fois. Merci. Mais je ne voulais pas faire 2 fois la même applaudissement. C'est pas grave. Mais plus important que ça, dans cette durabilité, il y a cette notion effectivement d'ancrage territorial qui est trop oubliée. Les plans du XXe siècle décidés à Paris et plaqués sur la France, à mon avis, c'est du passé. Les vrais plans sont les plans qu'on va construire avec cette France que j'appelle la France du fer, dans lesquels justement l'implication territoriale est absolument critique. Voilà. Ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier Sichel, Bruno Bonnel, merci. Vous pouvez les applaudir, merci beaucoup. Je vous laisse regagner vos places. Et nous allons continuer justement cette matinée et nous passons à une autre thématique, donc la ville qui reste au cœur de cette thématique. Comment la repenser pour l'adapter, l'optimiser et la transformer. Justement, pour démarrer cette séquence, j'ai le plaisir d'accueillir notre grand témoin. Il est architecte. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Clément Blanchet.